Martin, Tim, bonne année. Bonne année à Oh toi. là, bonne année, mauvaise année. Yes. Non, pas de mauvaise année. 2025, ça va être une année de Ah, zinzin 2025, oui, ça peut pas être pire que 2024. Donc et bonne année. ça va être extraordinaire pour bien des raisons qu'on va aborder probablement maintenant, probablement plus tard. Tim, qu'est-ce que tu fais dans la caméra de Martin? Eh bien, je me suis, téléporté grâce à une technologie qui s'appelle l'avion, Mhm. un truc hyper avancé qui permet de se déplacer d'un pays à un autre et du coup, j'ai rejoint mon pote Martin, qui m'a invité, à passer Noël ici avec lui. On est là, on est bien ici, il fait plutôt chaud, il fait bon, il y a du soleil alors que c'est Noël, donc c'est pas désagréable. Vous êtes tous les deux du coup à Fuerteventura, faire Noël ici, c'est cool. Est-ce que vous en avez profité pour en parler un petit peu de vos résolutions de l'année à venir? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs cette année 2024? Est-ce que 2025 est pleine d'ambition de votre part ou on est où là? On est comment? Bah, oui, moi écoute, il va être temps de passer la deuxième sur le business évidemment et j'espère pouvoir faire un retour du jeu sur lequel je travaille depuis quelques années. Et voilà, on travaille là-dessus énormément et j'espère que 2025, ce sera la bonne cette fois. Des retours de The Last Night en 2025? Ça va rendre Oui, fou attends, les c'est gens pas une ça. annonce officielle, mais on y travaille, on fait tout pour. Putain, je suis con. Qu'est-ce qu'il y a Il est Martin? chiche, Pourquoi, il pourquoi est tu chiche. t'esclaves? Parce qu'il est chiche, on le sait, ça sert à rien, ça sert à rien de lui demander de rien, il lâchera rien. Il lâche rien. Il lâche rien. Il maîtrise bien son buzz, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, il faut croire. Toi Non, Martin, c'est quoi ton buzz en 2025? j'ai pas de buzz, j'ai pas de résolution, je comprends pas le principe. D'une résolution? Non, non, je comprends pas le principe des résolutions, j'en ai pas, juste je veux pas faire la même année de merde que cette année, quoi. Année de merde dans quel sens? Et dans le sens où tout coûte très cher quand on entreprend et en plus quand on investit dans des entrepreneurs, si ça leur coûte plus cher, c'est encore plus compliqué de faire des retours, de les aider, etc. Donc que ce soit sur la partie investissement ou sur mes, mes business à moi, c'est une année qui est très difficile pour les gars, pour moi, voilà, tout coûte très cher, l'énergie, le RH, les taxes, les clients, bah, ils payent moins, il y a moins de projets, il y a moins de place, il y a moins de budget pour l'innovation. Donc, c'est une année un peu difficile et un peu triste pour les 60 000 entreprises qui vont faire faillite cette année, dont je ne fais pas partie, heureusement, mais je peux vous dire que j'y suis moi et mes associés de ma poche cette année comme il faut, quoi. C'est une stat hein, déjà officielle qu'il y ait 60 000 entreprises qui vont mettre la clé sous la porte ou pas? Ouais, en vrai, je l'ai pas vérifié. C'est une rumeur que j'entends, mais ça me paraît pas impossible. L'ordre de grandeur, ouais. Ouais, l'ordre de grandeur, je parle juste de la France, hein. Mhm. Bah, pour te dire, dans l'industrie du jeu vidéo en Angleterre, le mot d'ordre, c'est, je suis sur un Slack avec tous les founders de l'industrie et tout le monde dit, «Il faut survivre jusqu'à 2025». Donc Ouais, ça a vraiment été, le mot d'ordre pendant, 1 an, 2 ans ici, il fallait tenir jusqu'à 2025. Donc ouais. normalement, c'est une année où l'économie repart un peu, les prix de l'énergie vont baisser, Mm. les investissements vont reprendre, on va pouvoir réembaucher, on va pouvoir grossir, donc c'est ce qui devrait se passer, on espère tous. Ouais. Je sais pas si peut vous rassurer ou aller dans votre sens ou que sais-je, mais en tout cas, pour les youtubeurs aussi, apparemment, ça a été bien compliqué toute cette moitié d'année 2025. Là, enfin, le milieu de l'année a été ultra charnière, peu de sponsors, peu d'argent en circulation. Ça doit être lié un petit peu aux mêmes problématiques que de toute l'industrie. Et en tout cas, nous, ça repart de plus belle, là, novembre, décembre et toute l'année qui arrive, ça repart vraiment à balle. Donc, moi, j'ai des Ah oui, signaux. alors, nous aussi, on a des bons signes de reprise. On a signé de nouveaux clients. Sur les startups, on a quand même fait notre année, on a investi. Ouais. Je pense qu'il y a des signes de reprise. Mais bon, je reste prudent. Je Ouais, reste prudent quand même. je comprends. Ceci étant dit, les amis, je vous serai gré de commencer ce qu'on a décidé d'appeler d'un commun accord les On l'a toujours géniales pas bonnes décidé. nouvelles super intéressantes technologiques de du mois Non, dernier. c'est pas. Non, mais ça s'appelle des dumps, mais les gens, c'est un mot anglais. Déjà, tu nous as fait chier pour avoir que du français dans le podcast, charge positive, etc., etc. Oui, oui. Donc, on n'a toujours pas le mot. Mais en gros, c'est une revue. Mais c'est pas une revue d'actualité, parce que c'est pas forcément de l'actualité. C'est une revue technologique qu'on va faire.
Pas En que gros, technologique non plus, ça peut et être, oui, sociétal, et oui, économique, ça peut être plein de choses. et ouais, voilà, mais du coup, on va commencer, puis on verra si on trouve un nom sur le bord de la route. Sur le long terme, on trouvera un nom, mais là, pour l'instant, c'est un dump. Ok, un dump. Du coup, qu'est-ce qui veut commencer avec, le dump de la semaine? C'est Tim. C'est moi? Tim? Ah bon? Oui. Eh ben, vu qu'on parlait de l'énergie, par exemple, 2025, la France vient de réussir à finir le chantier de l'EPR Ah de Flamanville, oui, Cocorico. donc qui est maintenant la plus grosse centrale nucléaire française. On en est à 1700 mégawattheures, il me semble. Ouais. Donc, c'est extrêmement puissant. Je suis pas sûr que ce soit 1700, pardon, je vais vérifier. 1600, excusez-moi, mégawatts. Donc c'est plus puissant de France. Cela dit, c'est un petit cran en dessous de celui qu'on a fait en Chine, qui a 1750 mégawatts. Donc un Attends, tout on petit a peu fait plus un puissant. EPR en Chine? EDF a effectivement co-construit le PR Taishan en Chine d'abord. Hmm. Donc ça a été, Mais lui, il est en service? il est en service, il a ouvert un petit peu plus tôt. Mais donc, du coup, on n'a pas l'EPR le plus puissant du monde? Non, Mais moi, je croyais, moi. mais non, moi aussi. Mais on a dit ça, mais non, non, on est 150 mégawatts en dessous. Mais c'est le plus puissant d'Europe. Voilà, il faut bien le savoir. Donc il n'y a pas de réacteur plus puissant. Donc c'est plutôt une good news, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison fondamentalement que l'énergie française fluctue dans les prix. Ça devrait rester stable, vu qu'on a un parc avec de l'énergie hyper stable. Donc voilà, écoute, j'espère que tout va se normaliser, éventuellement qu'on sorte du marché commun énergétique européen. Mais bon, il y a tout un sujet à faire là-dessus. Et qu'on sorte ou qu'on en fasse un truc qui make sense, non? Oui, ou qu'on fasse quelque chose qui fasse sens et qui fait que le prix français de l'énergie ne dépende pas des conneries des voisins, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça, ce serait Oh là bien. là. Mais c'est tout un sujet. Je pense qu'on fera un jour, on fera D'accord. un épisode spécial énergie, il y a de quoi dire, hein. Donc après Fessenheim, je le prononce jamais bien, mais après Fessenheim. Fessenheim, qu'on a fermé. c'était en 2018 qu'on l'a fermé, c'est ça? Hmm, 2017-2018? Non. Fessenheim, c'était c'est récent. 2020, ouais. Voilà. 2020, eh ben, Il y a 4 ans. Ouais, 4 ans, ouais. Donc 2020, et 4 ans plus tard, on en réouvre un. Après, moi, j'ai entendu dire très récemment que Fessenheim, il était à remettre en œuvre, ça aurait été extrêmement compliqué aussi. Apparemment, les ingénieurs utilisaient encore des disquettes à Fessenheim. C'est Donc, faux. c'est C'est vrai? faux. C'est C'est un impossible. intox? C'est impossible parce que la doctrine française en termes de nucléaire, contrairement à la doctrine d'autres pays étrangers, je sais pas, les Américains, je pense que les Chinois c'est pareil, c'est lorsque, si tu veux, tu maintiens en service un réacteur, peu importe son année de construction et son plan initial, tu dois pas entretenir le réacteur en fonction de comment il a été construit de base, mais en fonction de l'état de l'art. Donc, c'est-à-dire en fonction des technologies les plus avancées qu'on a à notre disposition. Donc, en fait, les centrales nucléaires françaises, c'est pas possible qu'elles aient encore des disquettes. C'est-à-dire qu'elles ont passé des disquettes au CD, au disque dur et maintenant au SSD, si tu veux. Parce que chaque fois qu'on remplace une pièce, chaque fois qu'elle est obsolète, on la remplace pas par elle-même, on la remplace par une version à jour d'elle-même. Ouais. Ce qui fait aussi l'infinie sécurité de nos centrales nucléaires. Ouais. Et la longévité aussi. Et la longévité. C'est-à-dire que les centrales nucléaires françaises n'ont par définition pas de Dette technique? de date de péremption, si tu veux, Hmm. Parce qu'elles sont sans arrêt technologique. modulairement mises à jour, quoi. Oui, Ok. après, bien sûr que structurellement, elles changent pas, tu vois, tu transformes pas une centrale de première génération en un EPR. Mhm. Mais l'idée, c'est qu'elle soit elle soit rénovée avec l'état de l'art. Donc, avec Ok. les technologies les plus avancées qu'on a. Donc, c'est ce que tu me dis me semble être une énorme. Je le tiens d'un collègue qui était chez moi aujourd'hui et qui connaissait apparemment le, Le sujet, le ouais. mari d'une femme enfin le mari travaillait là-bas, quoi. Il travaillait à Fessenheim et il avait dit, bah, Fessenheim, ouais, c'était vraiment hardcore, quoi, disquette et compagnie. Écoutez, là, moi, je peux pas aller vérifier. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et ce que tu me dis, Martin, je savais pas ce truc-là du changement de chaque module comme ça. À chaque fois qu'il faut le mettre à jour, on le remplace par la version plus à jour. C'est intéressant. Il faudra creuser. Il faudra voir ce qu'il en Bah, est. En tout ça, cas, ça me paraît assez peu crédible ouais. comme histoire.
À Mais vérifier. En tout cas, on revient du coup en force, enfin, dans le nucléaire. On revient et on s'y remet et on arrête d'avoir honte et de considérer que nous sommes les suppôts de Satan à développer notre nucléaire, c'est ça? Oui, bah, Macron, comme vous savez, il n'a pas arrêté, il n'a pas stoppé l'arrêt de Fessenheim à l'époque, il était pour la fermeture. Donc il a eu un revirement de stratégie complet ces dernières années, il s'est enfin réveillé sur le sujet, heu, donc il était temps. Et ouais, ça fait plaisir parce qu'on a une nouvelle centrale, flambante neuve, c'est vraiment le state of the art pardon, l'état de l'art dans le monde, il se fait pas mieux au niveau technologique et cette centrale, c'est minimum 60 ans devant nous d'énergie, décarbonée, clean, voilà, enfin, et surtout, c'est une expertise qu'on peut exporter dans le reste du monde, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Alors oui, le chantier a été en retard, oui, il a été plus coûteux que prévu, mais si on regarde le coût, c'est absolument rien par rapport, par exemple, à ce que les Allemands ont investi dans les renouvelables. Mmh. Et je rappelle qu'un kilowattheure allemand, c'est toujours 8 à 10 fois plus qu'un kilowattheure français aujourd'hui. Et tant qu'on Et apprend de ces erreurs qui ont été faites, qui ont fait le chantier en retard, et cetera, peut-être que les 2 ou 3 prochains chantiers qu'on va pouvoir faire, si ça redevient à exactement. la mode, on va être, de plus en plus performant, quoi. Donc, Et c'est normal qu'il y ait de l'échec. Quand tu te remets à l'innovation, c'est normal qu'il y ait de l'échec, sinon c'est que tu bah, innove c'est mal, le quoi. premier réacteur qu'on ouvre depuis 25 ans. Donc un tas de savoir-faire était perdu, un tas Mmh. de talents était parti à la retraite. Donc il a fallu retrouver, il a fallu redévelopper toute une filière en fait, Ouais. qui s'était, un peu éteinte, au fur et à mesure des décennies. Donc ça effectivement ça change et puis ouais, le coût total estimé de Flamanville, c'est 13 milliards à peu près. Donc le budget initial, c'était 3 milliards. Donc Ah on est ouais, passé de 3 à 13. Cela ouais. dit, il faut bien garder en tête les ordres de grandeur. À côté, le plan énergie 22 allemand, on est à 500-600 milliards, Ouais. d'accord? Pour tout leur grand plan vert, qui finalement arrive à ce résultat. Donc nous, je dirais, une centrale, la top mondiale à 13 milliards, c'est Et est-ce plutôt un que assez sur bon ces deal. 60 années d'existence, elle va rentabiliser ces 13 milliards Ah mais investis? largement! Ah Mmh. mais largement. J'ai pas les ordres de grandeur en tête, mais oui, oui, c'est colossal. C'est extrêmement rentable. Bah, nickel alors, c'est moi, je trouve magnifique. bien gentil Tim de dire que merci Macron, il s'est réveillé, etc. Non, c'est pas grâce à lui, ouais. Il s'est jamais endormi. C'est les Français qui se sont réveillés, l'opinion publique qui a dit bon, Ouais, en fait, le nucléaire c'est vachement bien, point. Et du coup, bah, Macron il a dit ah bah super, l'opinion publique va dans ce sens, je vais aller dans ce sens. Euh, mais bon, voilà, les Français sont absolument pas abrutis et ont bien vu l'intérêt de cette énergie, surtout quand elle a commencé à leur poser quelques problèmes lorsqu'il fallait payer les factures, quoi. Que ce soit chez les pros comme Oui. chez les particuliers. Ça, évidemment, tu touches au portefeuille. Très à Euh, propos, Cyril, mon frère, ici, là, je suis chez lui, il me disait, tain, c'est fou. On paye à la fois l'électricité et le gaz ici. Et l'électricité, facture super basse, enfin, c'est trop bien. Et le gaz, ils se font atomiser la race, quoi. Et du coup, bah ouais, ça donne envie de passer à tout l'électrique. S'il est fourni bah oui, par des centrales qui sont aussi productives et à si peu d'argent, bah c'est bien, quoi. bien sûr. Mais comme le prix de l'essence qui monte au fur et à mesure par rapport à il y a 20 ans. Et c'est vrai que il suffirait de. Enfin, au fur et à mesure qu'on va électrifier de plus en plus de services et de systèmes et de machines, de véhicules, bah, il va falloir construire de plus en plus. Donc EDF prévoit quand même 6 prochains réacteurs EPR2 justement. Hmm. Donc on va continuer et ce serait bien. Il est temps que. Je pense que le futur, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, c'est pas moins d'énergie. À mon avis, c'est c'est bien, beaucoup plus d'énergie. bien plus Hmm. d'énergie. Ben, on peut ouvrir une micro-parenthèse. Alors, on avait dit oui, il faut faire les podcasts plus courts, les podcasts sont trop longs. Et Tim, il me dit ouais, mais bon, j'ai pas beau. Est-ce qu'on va arriver à meubler ce podcast? J'ai pas beaucoup de sujets, etc. Non, un sujet et on a déjà 20 parenthèses. Euh, Ça va, et non, parce qu'on les ferme, justement. hmm, On n'a pas Ouais. encore digressé trop. On ouvre et on ferme. Et ça, c'est bien. attends, t'as Bah là, il en prévenu. ouvre une, j'ai l'impression. Mais non, mais là, ce qui se passe aussi, c'est que les géants américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans le nucléaire. Pourquoi ils investissent dans le nucléaire? Parce qu'ils se disent, mais putain, mais mon IA, elle me bouffe de l'électricité comme jamais. Mhm. Elle en bouffe tellement. Quelle est l'énergie à potentiel, pas illimité, mais à très très fort potentiel que j'ai à ma disposition? Le nucléaire. Qu'en fait, on va aller dans un monde tout nucléaire, hein, les gars. Ça va être EI nucléaire, porte-container nucléaire, boulanger nucléaire.
Croissant nucléaire, Charge nucléaire, charge podcast nucléaire, nucléaire. podcast nucléaire. Putain, Donc, on l'avait pas mis dans la liste des titres disponibles, ça, podcast nucléaire. Mais non, non, ça, non. ça envoie, ça en jette. On se serait coupé d'une partie de l'audience, à mon avis, qui Ouais, c'est pourtant aurait vrai. bien besoin d'écouter. Oui, c'est Jim, vrai. tu es bien arrogant. Putain, Alors du coup, il se lâche, ce con. non mais ouais, en tout cas, ouais, Martin a raison. C'est vrai que si on réfléchit au corps humain, le cerveau, c'est entre 25 et 30% de l'énergie du corps humain, qui est consommée tous les jours par le corps humain. Mhm. Là, aujourd'hui, l'humanité est en train de créer un petit peu son cerveau, son énorme système de calcul qui permettra de prendre en charge des projets absolument titanesques. Mhm. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que l'humanité alloue au fur et à mesure une part de plus importante à cette énergie, en fait. Et si on arrive à la fin à 25-30% de l'énergie produite pour de l'IA, ça me paraît assez cohérent. C'est Ça intéressant. me rappelle... Ouais, Non, c'est intéressant. Et je sais pas si ça te rappelle cette même analogie, mais moi, on voilà. m'avait toujours dit, bon, je sais pas si on va avoir la même. On nous disait, il y a 70% d'eau sur la Terre, c'est normal qu'on ait 70% de flotte dans nous. Tu vois, il y avait un petit peu ce lien comme ça. Et bien là, notre cerveau, il prend 30% d'énergie. C'est normal qu'il y ait 30% d'énergie de la planète allouée, du coup, au nouveau cerveau de la planète. Qu'est-ce Est-ce que que tu c'était ça? racontes? Y a pas, c'est quoi, il n'y a pas 70% d'eau sur la Terre? Ah, tu veux dire Oui, oui. versus mer Et terre, et ouais. terre, autant Qu'est-ce pour qui est moi. pas bon dans ce que j'ai dit? Non, c'est très bon, Vas-y, va c'est au bout moi, de ta c'est moi. parenthèse. C'est moi. J'ai rien dit. Génial. Et c'était ça que tu voulais dire, Tim, ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, moi, c'était une stat un peu similaire où c'était qu'en gros, globalement, les États dépensent à peu près entre 1, 2, 3% de leur GDP, donc, pardon, de leur PIB, pour la défense, pour l'armée. Ouais. Et c'est marrant, c'est à peu près le même ratio que l'on a en pourcentage de cellules qui sont dédiées au système immunitaire. Ah. Donc je trouve qu'il y a des ratios qui sont assez naturels, qui reviennent à 2-3% suffit à défendre tout le reste. Et je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, effectivement, on alloue 25-30% de notre énergie à l'IA. Ça me paraissait C'est logique. sûr, mec. Moi, je pense que À ce c'est propos, exactement. les gens sont pas prêts, dans la liste des choses que les gens sont prêts à accepter ou pas, mais le fait que les IA aujourd'hui puissent dépenser 30% de l'énergie mondiale, ça c'est des trucs qui révoltent tout le monde. Ils disent mais on n'a pas Comment besoin d'encore ça? inventer un nouveau... Hein? C'est qui tout le monde? Eh bien Ouais, l'opinion publique. le grand public, ouais, qui trouve qu'on dépense déjà assez d'énergie, qu'on est déjà une société très très Mais énergivore et qu'il faudrait justement ralentir, tu vois. et comment ça? Déjà, qui c'est qui J'ai dit rencontré ça? un Et quand docteur. on dit on J'ai dépense, qui dépense? Qui J'ai rencontré un dépense? docteur l'autre fois dans le train en allant à Madrid. C'était un Non, mais docteur lui, il est espagnol. deg parce que l'IA va le remplacer. Ça, Non, non, c'est. non, il me dit, moi j'adore l'IA, je suis passionné, etc. Mais en même temps, je suis très critique. Il avait 80 ans. Hein. C'était trop drôle de voir un docteur éclairé comme ça. Il disait en même temps, je suis très critique parce que ça consomme vraiment trop et je pense pas qu'on puisse se permettre ça dans ce monde actuel. Et je disais, oui, mais là, ça consomme beaucoup pour l'instant, mais chaque année déjà, ça consomme beaucoup moins que l'année Mais précédente parce qu'on progresse de ouf et très vite à ce niveau-là. c'est toujours le même problème. C'est toujours les mêmes réflexions malthusiennes de merde. On peut pas nourrir toute la planète. À passer 1 milliard, on meurt tous parce que nos technologies agricoles permettent pas de produire assez. La terre. Mais en fait, si, en fait, tu crées des nouvelles technologies qui produisent plus. Si tu consommes plus en aval, tu dois avoir plus d'énergie en amont. Plus d'énergie en amont, des EPR, du nucléaire troisième génération, des panneaux solaires de zinzin, etc., etc. En fait, c'est juste que les gens vivent dans un statu quo qui leur est déjà confortable sans se rendre compte de ce qu'ils consomment. Mais demain, on peut vivre dans quelque chose d'encore plus confortable. Mais c'est très difficile d'être visionnaire. Les gens, ils ne le sont pas. Ils n'ont pas envie. Et c'est très facile d'être pessimiste, tu vois, de se dire ah, ça va être pire. Mais en fait, ça va être mieux. C'est-à-dire que tu auras. Qui a envie de conduire des camions à travers l'Europe pour transporter des biens? Ça fait chier tout le monde. C'est un métier que j'aurais pas envie que mes enfants fassent ça comme métier, tu vois. C'est ennuyeux, tu es tout seul, tu dors dans ton camion. C'est un métier qu'on peut complètement remplacer par une IA. Cette IA, elle va consommer de l'énergie. Mais l'énergie qu'elle va sauvegarder pour la personne qui faisait ça avant C'est ça. et pour la société, cette personne, elle va pouvoir faire soit un autre métier à plus-value
artistique ou à plus-value économique qu'une IA peut pas faire, ou même elle va faire en sorte d'embellir son environnement. Parce que qu'est-ce que l'humain il fait quand il est oisif? À part enfin, à part quelques personnes qui ont des problèmes, mais la plupart des gens, ce qu'ils font, ils transforment leur environnement. Ils plantent des trucs dans leur jardin, ils embellissent leur maison, ils s'intéressent à l'art, etc. Donc, en fait, l'IA va juste permettre de faire des trucs cool versus faire des trucs chiants. Ça a un prix de l'énergie et ce prix de l'énergie, on sait le compenser. Donc, au bout d'un moment, il faut regarder les choses de manière un peu imbriquée, tu vois, et pas juste dire ah, ça consomme plus, ah, dans ce monde, on a. En plus, c'est un peu des pensées un peu à la con. C'est un peu des trucs que tu jettes en l'air. Tu dis dans ce monde, on n'a pas besoin de plus. Toi, tu n'as pas besoin de plus parce que tu es un médecin 80 ans, tu as une retraite de zinzin, tu as sans doute 3 appartes et tu as grandi dans une économie en forte croissance alors que nous, elle est en forte décroissance. Même si on nous dit qu'on a 2% et demi de croissance, en réalité, que dalle. Tu vois, on est passé du même PIB que les États-Unis en 90, 30 ans après, on a deux fois moins. Donc en gros, nous, on regarde le PIB de la Turquie comme les Américains regardent le PIB de la France. Il faut comprendre ça quand même, tu vois, en 30 ans. Mhm. Donc, donc bah, voilà, je finis ma tirade, mais c'est un peu facile de balancer des trucs comme ça et après de se trouver stylé en disant I'm good for humanity, tu vois. Ça m'agace un petit peu, tu vois. Si tu veux, j'ai un truc là-dessus. Je me souviens qu'au début d'Internet, on avait très peur aussi du coût énergétique des serveurs. Tu vois, on disait les serveurs vont bouffer le monde, il y aura toute l'électricité sera bouffée par les serveurs, les ordinateurs. Et en gros, et en fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde, les serveurs ont des capacités toujours plus grandes. Et si on regarde le coût électrique, enfin énergétique, il était tellement optimisé au fur et à mesure du temps qu'en fait, il est resté parfaitement égal. C'est-à-dire que ça fait 20-30 ans, on consomme exactement autant au jour. Internet, c'est la même quantité d'électricité qu'il y a 10 ou 20 ans, alors qu'on sert des milliards de fois plus d'utilisateurs et des besoins toujours plus grands. Ça, c'est un vrai truc. Et c'est aussi un truc qui m'énerve, c'est les designers qui, au lieu de faire du craft et de se faire chier à faire des beaux interfaces avec de l'haptique, avec de la VR, avec de la R, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, qui se font chier à dire ah, je vais optimiser ma page pour qu'elle consomme moins de temps de serveur, moins d'énergie, alors qu'en fait, leur impact, il est epsilon et juste, ils passent à côté de leur métier, tu Indétectable. vois. Ouais. Oui, Ouais, leur ça, c'est ce que impact je est dis toujours complètement quand indétectable pour il y cette a raison-là. il y Et a d'ailleurs, beaucoup c'est un de truc que gens je qui avançais il y a souvent. beaucoup de gens qui m'ont demandé à un moment sur YouTube, qu'est-ce que tu penses du développement green, enfin de développer tes sites en faisant gaffe à leur impact. J'aurais dit, écoutez, euh, vous aurez beau faire les plus grandes optimisations du monde sur votre petit site perso qui est visité par strictement personne, déjà, enfin même si vous avez 1000 visites dans l'année, les optimisations que vous faites, elles sont infinitésimales si vous ensuite, en suivant par derrière, vous regardez un épisode Netflix au niveau bande passante, au Ou niveau de jouer à un jeu vidéo. consommation, ou Tu un joues jeu à un jeu vidéo. vidéo, c'est quoi? Un jeu vidéo, c'est une carte graphique qui chauffe à 2000 degrés Oui. pour te sortir ton jeu vidéo en 4K, machin et tout. C'est ridicule. Et donc C'est j'aurais les dit, ordres de les grandeur gars, ne sont pas corrects. Les gens voilà, n'ont pas les ordres de grandeur. il y a des idées d'ordre de Merde. grandeur, et du coup, c'est très hypocrite. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'énerve, il s'énerve. J'aime bien. Bah, Il y a t'étais des énervé il y a idées. 2 secondes. Non, il est sans émotion toute la journée, on se fait chier, tu vois. Là, au moins, il s'énerve, tu vois. Parle-lui d'ordre de grandeur, tu vas voir, ça va le réveiller, tiens. S'il ne se lève pas le matin, ordre de grandeur. Non, mais voilà, les ordres de grandeur, c'est vrai que il faut sans arrêt les mettre en perspective et les mettre les uns à côté des autres. Et c'est là que tu as une estimation un peu plus intéressante des consommations et de là où il faut vraiment mettre l'accent, ce qu'il faut vraiment faire, quoi. Et dernier truc dans l'équation d'ailleurs, Martin l'a vite fait suggérer, mais c'est vrai qu'il faut voir le coût d'un humain aussi. Donc quand on pourra faire de l'IA, qui certes va consommer peut-être 1 mégawatt par mois ou je sais pas quoi, et qui fera le boulot de 10 personnes à la place. Ces 10 personnes, enfin l'IA certes elle a un coût énergétique, mais faire vivre 10 personnes qui ont chacune un logement, qui chacune doivent se déplacer au travail, chacune ont des ordinateurs, chacune il faut leur produire de la bouffe, il faut les chauffer, il faut les nourrir. Ça coûte énormément un humain finalement en énergie par rapport à peut-être un petit coup d'électricité pour l'IA qui fera ce taf intellectuel sans avoir besoin de dormir, de manger, etc. Donc il y a une comparaison à faire où il est largement possible qu'une tâche intellectuelle coûte moins d'énergie à faire par une IA que par un humain, tout simplement, si on prend en compte tout le flow. Mais de toute façon, en niveau ordre de grandeur, on n'y est pas du tout à l'heure actuelle. Vraiment, la chose à optimiser le plus aujourd'hui, c'est l'industrie, c'est les transports, particulièrement les camions, c'est ces choses-là. Extraordinaire.
Passons désormais au sujet de Martin, le dump de Martin. Attends, mais moi, j'ai pas mes dumps là. Parce que j'ai pas mon ordi. Non, mais je les ai, j'ai noté quelques trucs, mais je Martin. maîtrise pas Ah si, bon, je voulais parler du projet Iris qui se relance. Iris ou Iris, je sais pas comment le dire. Et le projet de Starlink européen, Ok. Horizon 2030. Alors, je trouve que c'est très bien. La concurrence, c'est quelque chose qui est à la fois bien pour les entrepreneurs, ça on se bouge le cul, et puis on valide nos market fit aussi avec ce que font nos concurrents. Donc, oui. Ne vous lancez jamais dans un business où vous êtes tout seul. Ou ne pensez pas que vous avez eu une idée que personne n'a eue. Parce que si une idée n'existe pas dans le monde réel, c'est pas que quelqu'un d'autre l'a pas eu. C'est quelqu'un l'a eu, il l'a essayé et c'est de la merde et du coup vous en avez pas la trace, tu vois. Pourquoi tu Donc m'as c'est pas dit toujours ça quand important. j'ai lancé Meet Sponsor et que Et j'étais je tout sais seul? Ben, je sais. Alors Pourquoi? j'essaie de faire le lien avec ta dernière vidéo qui fait Ouais. que tu as découvert que ton prochain concurrent serait directement YouTube et je comprends que ça puisse te créer une très légère angoisse. Mais voilà, c'est la concurrence, c'est toujours bien d'en avoir. Si vous n'en avez pas, c'est probablement que ce que vous faites, c'est de la merde. Ah, Ou alors vous êtes un giga précurseur, comme je Non, l'ai non, non, été. non, Comme non, je non, l'ai non, été. Je non. l'ai été, je l'ai été. Non, mec, on est 9 milliards, il n'y a plus de précurseurs à personne. Tout. Je l'ai été. Non, ben non, c'est J'ai terminé. été un giga précurseur, un prec, comme on dit. Dans le milieu, on s'appelle les precs entre nous. Ah, non, on dit un précoce. Je le suis aussi. Bref, Martin, parle-nous de Iris, du coup. Non, mais en gros, donc, il relance le projet. Alors, j'ai pas bien suivi pourquoi. Alors, je crois qu'on l'avait arrêté. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, c'est les Allemands qui n'étaient pas trop d'accord pour que on lance ce projet parce qu'ils savent pas faire de la technologie à part des voitures. Et donc, du coup, ça avait capoté. Et là, ils le relancent. Donc, c'est plutôt bien qu'on ait un Internet satellite européen. Juste quelques petits problèmes au niveau des ordres de grandeur. Ils comptent lancer 300 satellites. Euh, leur problème, c'est que le coût des lancements, il est hyper, hyper élevé. Donc, je suis assez dubitatif sur ce projet-là, même si je rêverais d'avoir un concurrent européen à Starlink. Mais il faut savoir que Starlink, c'est 6000 satellites des bases. Donc les satellites sont reliés entre eux par des lasers, ils récupèrent tous nos paquets, ils se les répartissent et ils utilisent des relais planétaires pour se les renvoyer, pour aller plus vite, etc. Donc au final, si on réfléchit, 6000, c'est pas énorme, mais le problème, c'est que un satellite Starlink, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est comme un truc comme 300 000 dollars. Ouais, c'est 250, un truc comme ça. Voilà. Ouais. Et les satellites Européen, ouais. européens vont valoir plusieurs millions d'euros chacun. 35, ouais. Non, les chiffres que je vois sur Internet me semblent assez peu cohérents Ah, ok. par rapport à... Non, je ne pense pas que ça vaille ces coûts-là, mais ça va coûter beaucoup plus cher. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas des lanceurs renouvelables. Je trouve qu'on fait un peu les choses un peu... Pas dans le bon ordre, ouais, je Pas trouve que. tout à fait dans le bon ordre, mais bon, au moins on les fait. Donc on verra ce que ça donne. Donc c'est une semi-bonne nouvelle. À voir, à voir. Mais j'ai pas envie de critiquer avant. J'ai vu plein de chiffres différents. Juste, voilà, on planifie de lancer 300 satellites. Ça nous amènera pas méga loin. Mais, Ok. euh, mais voilà. Surtout que ces satellites, en fait, là où Starlink est très fort, c'est qu'ils ont vraiment réduit le coût d'un truc qui est quand même assez technologique. Parce que, bon, je vais peut-être pas, ça peut-être on le coupera, parce que si je rentre là-dedans, on va se perdre dans des explications qui vont pas forcément intéresser les gens. Mais D'accord. voilà, ça c'est cool. Et après, j'avais un autre truc, évidemment. Il Mais y est pas garde-le là. pour Ah plus si. tard. J'en glisse un et Non, après non, tu non, fais non, non. celui-là. Ah, Non? bah vas-y, glisse. Comme ça, on fait 1-1-1-1-1-1. Ok? Un. Vas-y. Une news chacun. Moi, c'est la news qui m'a mis le smile ce mois dernier, quoi. C'est un truc.
C'est un système qui va fonctionner de pair avec CRISPR. CRISPR qu'on a déjà présenté par le passé dans les podcasts. C'était Tim qui nous avait fait une extraordinaire présentation. Mais c'est en gros un outil qui permet de modifier des ADN directement. C'est ça, hein. Et De lire ensuite, et écrire l'ADN, ouais. écrire une ADN, donc tu imprimes une ADN qui va pouvoir résoudre un problème ou faire quelque chose si tu l'injectes quelque part. Et en fait, le problème, c'est que on arrivait à créer des ADN, par exemple, qu'on pouvait injecter pour gérer un petit peu, on va dire, un cancer, par exemple. Le problème, c'est qu'après, ce truc, une fois qu'on te l'a injecté, il continue dans ton corps et il fout un peu la merde, quoi. Il y a pas mal d'effets secondaires, c'était un peu chiant. Et là, ils ont réussi à lui faire un upgrade à CRISPR qui permet de l'activer à distance. C'est-à-dire, on peut du coup te l'injecter dans le corps, comme ça, on attend qu'il se diffuse un peu dans ton corps, et boum, une fois qu'il arrive au niveau de là où tu as ton cancer, on t'envoie des espèces d'ultrasons qui activent CRISPR au niveau de l'endroit où tu as l'ultrason, qui va pouvoir gérer les problèmes de la cellule cancéreuse, etc., de tout ce qui va mal, et dans tout le reste de ton corps, c'est transparent. Et donc ensuite, quelques semaines plus tard, tu le pisses, et c'est bon, tu as réglé ton problème, tu l'as pissé, il n'y a Parce plus que rien. Lui, il pisse, il pisse que toutes les 2-3 semaines, tu vois. Moi, je pisse CRISPR toutes les 2-3 semaines. Absolument. Il y a quoi? Je suis constipis. Tu connais pas ça? C'est une, c'est une maladie qui existe. Bref. Et je trouve ça absolument incroyable. Déjà que CRISPR, c'était fou, on trouvait ça fou. Et en plus, ils sont en train de l'upgrade et de lui ajouter des nouveaux skills comme ça, qui rend le truc absolument fascinant. Et du coup, ça pour régler les cancers et tout, apparemment, ça va être absolument fou. Ça dit c'est plus précis, c'est moins invasif et c'est plus polyvalent. Bref, c'est de la folie. Trop content. Pardon, t'as dit que ça s'appelait comment le truc? Des chercheurs de l'Université Californie du Sud ont perfectionné l'outil CRISPR, une technologie qui permet de modifier l'ADN. Bah non, je sais pas s'il y a du nom. Ok, S'il y a un nom. ça dans la recherche pour l'instant. Ouais, ça n'a pas un nom, c'est juste tu peux activer CRISPR avec des trucs extérieurs, quoi. Comme des ultrasons. Hmm. Voilà. Vous aimez bien? Ouais, 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 moi j'adore. c'est très bien. Ça fait Moi, j'en ai partie une des qui va te news. plaire alors. Hein? J'en ai une qui va te plaire dans le genre après. Ah, mais je suis trop chaud. Mais ça fait partie de ces news médicinales, de ces news de progrès technologiques Ouais, ouais. appliqués à la santé Alors, qui tiens, je font vais te mettre trop ça. plaisir et qui Tu mettent. recommandes? Bah, une Et qui chacun, hein. mettent. Arrêtez de parler comme des petits vieux quand je parle, là, s'il vous plaît. Ça Pardon. met le baume au cœur, voilà. Ça fait une conclusion un peu nulle, mais c'était ce que je voulais dire. Et Non, maintenant, c'est on pas peut nul. passer. Et un truc que dit tout le temps Tim, c'est que Oui. il me bassine avec ça, donc je le dis comme ça, peut-être ça le calmera, mais les trucs vont quand même relativement vite côté médecine. Euh, donc, euh, donc je pense que si vous êtes malade, si vous avez un proche malade, je pense qu'il y a quand même pas mal d'espoir dans les années à venir, des maladies difficiles à soigner ou potentiellement très dangereuses le soient de moins en moins. Et comme on l'a dit dans des épisodes précédents, les courbes, tu vois, les innovations se rapprochent les unes des autres de manière exponentielle. Donc, je pense qu'on va voir la médecine moderne évoluer très très rapidement. Oui, assurément. Donc, il faut garder espoir, même si on est malade et qu'on ne sait pas si on va s'en sortir. Il y a une course hein, entre la maladie et la science et la technologie. Donc, Mais ouais, cette course peut se régler à l'échelle humaine maintenant. c'est ça. Donc encore une raison d'être heureux. Putain, incroyable. Tim, Mais écoutez, je moi t'en j'ai une prie. petite news assez délirante. Ça se passe au Japon, à l'Institut de recherche médicale à l'hôpital Kitano. Il va encore nous parler des dents. Eh oui, on parle retourne des sur les dents, on retourne sur les dents. c'est mais... des dents. Moi, je crois qu'il allait nous parler du riz. Parce que Non, Tim, non. il Non, parle soit de dents, soit Tim, de riz. c'est le riz et les dents. Alors, non, mais la dernière fois, je vous avais parlé de cette technique qui permettait d'éliminer les caries à vie, même de les prévenir à vie, je voulais dire. Là, encore plus fou, ils ont trouvé un moyen, potentiellement, de régénérer les dents, c'est-à-dire d'en refaire pousser. Oh. Donc imagine, tu te casses des dents ou après un accident, ou alors des dents tombent parce que t'es vieux, etc. Moi, j'ai mes 2 dents devant cassées, c'est des fausses. Eh ben, tu pourrais les faire repousser, Tu peux me peut-être. faire repousser mes dents? Potentiellement. Attendons 5-10 ans et on ok. verra. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, dans le corps humain,
déjà, on a déjà 2 générations de dents. On a les dents de lait, après on a les vraies dents qui poussent derrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un inhibiteur naturel qui s'appelle l'USAG1 et qui dit à la dent: «Arrête de pousser, c'est bon. C'est terminé, la croissance est finie, quoi». Et en fait, cet inhibiteur, on peut, le calmer, on peut lui-même l'inhiber, en fait. Et du coup, en faisant ça, le bulbe de la dent, se met à recommencer la régénération et du coup, une nouvelle dent peut pousser. Et ça, on peut le faire de façon, locale et précise en administrant ça, exactement là où on veut, et donc telle dent spécifique pourrait repousser éventuellement. Donc ils ont fait ces tests-là déjà sur des furets, sur des souris, ça fonctionne. Ouais. Et donc ils ont très bon espoir que ça fonctionne sur des humains. Pour l'instant, il y a rien qui Mais semble du coup, empêcher. après, tu fais pousser tes dents à l'infini, t'es un putain de requin, quoi. Tu peux avoir des rangées de dents neuves tous les 2 ans si tu as envie, ouais. C'est Et vrai? tu peux te faire Non, pas encore. tu peux Non, te faire un pour collier l'instant, on de ne tes sait pas. propres dents. Un Tu peux, collier tu de peux tes faire un propres collier de dents. tes dents, hein, effectivement. Ah, ouais. Alors attends, là où je suis un peu étonné, Tim, Attends, du coup, ça te fait un infinite money trick avec le truc la de petite je mets souris. ma La dent petite sous de la souris, petite souris t'as et raison. tu crées de l'argent à l'infini? Exactement. Ah, Ça, c'est pas mal. intéressant. Petite question quand même, petite interrogation. Moi, par exemple, j'ai dans ma dentition formidable, j'ai une dent qui n'est pas une dent de lait, enfin, qui est une dent de lait. Il n'y a jamais eu de grande dent en dessous. Et pourquoi? C'est parce que du coup, j'ai pas d'inhibeur là-dedans. Pourquoi j'ai qu'une dent de lait et pas la cousine en dessous? C'est quoi Alors, ce travail? c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être T'as l'inhibiteur, Ouais, justement. il est arrivé trop tôt, peut-être. Ah. Mais pourtant, il me semble que même quand tu as des dents de lait, si on te scanne la bouche, on voit qu'en dessous, t'as les autres dents qui sont en préparation, tu sais, qui grandissent et tout, qui sont. Ouais, ouais. Et moi, juste sur celle-là, j'avais un putain de trou. Il n'y avait rien en dessous. Et Mais c'est. tu sais, génétiquement, on est en évolution permanente, tu vois. Et donc, les Ouais. humains, on a plein de ce qu'on appelle des organes vestigales, je sais pas comment on dit en français. Mhm. C'est des organes qui disparaissent. Par exemple, certains ont encore un muscle qui permet de faire bouger l'oreille, Oh, trop des stylé. petits détails comme ça. Et donc, les dents de sagesse sont des organes en voie de disparition. Et donc, il y a des gens, ils ont que 24 dents aujourd'hui, quoi. Par exemple, nous, on a une pote, Julie, comme ça, tu te souviens, qui s'appelle. Qui avait moins de dents, quoi. Donc, si tu veux, on n'a pas tous le même nombre de dents, ça Mhm. varie, c'est pas complètement standardisé. Je sais pas, c'est comme les doigts de pied, c'est quelque chose qui est en train de se rétracter au fur et à mesure des générations, de devenir de moins en moins utile. Avant, ça servait à s'accrocher aux branches dans les arbres et tout, mais aujourd'hui, ça a de moins en moins d'intérêt, donc c'est en train de disparaître au fur et à mesure. Donc on a des tas d'organes comme ça, en train de bouger, en train de disparaître, et donc les dents en font partie. Donc j'imagine que peut-être que toi, t'es trop en avance génétiquement sur nous, tu vois. Et ouais, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu es Mon père, la future génération humaine. à ce niveau-là, mon père disait tout le temps que les générations qui suivent, les générations dans quelques milliers d'années, auront que 3 doigts en fait. Parce que lui, il était sur ordinateur, tu vois, donc il disait on a besoin. Oh non, la célébration iPhone en plus que c'est trigger, incroyable. Mais il dit on n'utilisera que ces 2 doigts. Et alors maintenant, en plus, où les gens font que scroller, ça se trouve, on va finir lubrique avec juste. Attends, lubrique, ça va pas du tout dire ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais j'aimais bien. Lubrique, ça, C'est pas ce que tu c'est penses. pas tout à fait. Si t'associes un dos. Non, enfin, Bref. oublie. Oh, bah, c'est pas lubrique. Bref, on va finir avec un seul doigt comme ça à faire le ver de terre. À Arrête! juste. Quoi? Ça te stresse? Ça, c'est l'humain du Non, mais futur. évidemment que interagir avec un doigt, c'est pas l'interaction finale qu'on aura avec les machines, tu vois. Ok. Donc je pense pas qu'on s'arrêtera là. Et puis en vrai, les mains, on en a encore besoin pour des tas de choses. Donc je pense que non, pour l'instant, les mains ont une énorme partie du cerveau qui leur est dédiée d'ailleurs. Donc 30%. ouais, c'est exactement. Tu sais, t'as dit ça au Non, hasard? j'ai dit au pif parce que tout à l'heure, on parlait que c'était 30% pour les IA, etc. Ouais, bah c'est à peu près 30% de la partie en charge de tout ce qui est tactile, tu vois. Si tu mappais en fait la résolution tactile du corps entier, Ouais. le dos, il y a très peu de résolution, mais les mains, il y a une résolution Mm. incroyable, tu vois. Et donc, une grosse Fascinant. partie du cerveau est dédiée à ça, alors que tu quasiment rien qui est dédié à ta nuque ou à ton dos, tu vois. Ouais. Fou. Ouais. Écoute, fascinant. Donc, on peut se faire pousser des dents de zinzin. Alors, l'autre fois, on parlait de s'imprimer des organes en 3D. Maintenant, on parle de se faire pousser des dents. On est bientôt full bionique. On peut se refresh à l'infini avec en plus des trucs. Avec pas des pièces rapportées de l'extérieur, en fait. C'est avec des vrais trucs Des trucs à qui- toi. à toi, quoi. C'est fou. On est Mm, bientôt mm, mm. renouvelable, quoi. Waouh. Fou. Tu veux retourner Ah oui, là-dessus? bientôt renouvelable, l'humain renouvelable. Non, Ouais, ah oui, on voulait parler de Notre-Dame, qui n'a rien à voir avec la Oui. technologie, mais qui a à voir avec la mise en œuvre de projets d'envergure. Bah, Hmm.
Notre-Dame, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, il faut savoir, on a fait un effort parce que les gens nous disent on râle trop sur la France et l'Europe. On a voulu montrer des good news, tu vois. Le Starlink européen, la mise On a râlé un peu quand la mise en marche de Flamanville. Et puis là, on arrive à Notre-Dame, effectivement aussi, qui a été, dont le chantier, en tout cas intérieur, est terminé. même. 5 Et ans. 5 ans, extrêmement rapide. Un chantier, pas grand monde, je pense, pensait qu'on allait y arriver, moi y compris. Et ce qui est intéressant sur Notre-Dame, je trouve qu'il y a plein de choses. D'une, on dit souvent que nos ancêtres savaient faire des cathédrales et des châteaux et que nous, on a perdu cette capacité. Mais finalement, on est largement capable de le faire aujourd'hui si on s'y met. Donc ça, c'est intéressant. On a gardé les savoir-faire, on a gardé les artisans. Ça, c'est comme assez rassurant de voir ça, qu'on a encore des sculpteurs, des menuisiers. On a des gens qui ont un très très haut niveau d'expertise dans ces domaines-là. Et puis, et le fait que le chantier soit allé aussi vite, ça montre aussi que la France et les Français sont capables d'exécuter des projets à très haute vitesse. Oui, mais il y a un petit trick. Il y a un petit trick. Ah, il y a un trick. La raison pour laquelle c'est allé aussi vite, c'est un peu comme les JO, tu vois. C'est parce que énormément de régulations ont été levées, spécifiquement. Et voilà. Alléluia. Alléluia. Eh oui. Je Eh oui, savais le que vous alliez trick. parler de ça. Mais non, Allez-y, Eh oui. faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Mais Non, non, mais mais ça match montre avec bien. ce qu'on avait dit dans le précédent podcast où on s'était dit que peut-être que pour accélérer du coup le développement de l'Europe, pour faire suite au rapport de Exactement. Mario Draghi, on l'avait pas cité depuis longtemps, ça m'a fait plaisir de le citer comme ça. On s'était dit que peut-être qu'un des trucs à faire, une de tes préconisations, Tim, c'était de faire des zones de bac à sable avec des régulations un peu différentes, tu avais dit. Bah, c'est un très bon exemple de Ouais, bac à sable exactement. régulatoire où en gros on a dit dans cette zone-là, pour tant d'années, pour ce chantier, on tège un tas de régulations, il faut que ça aille Ouais. vite. Parce que c'était trop important pour la France. Mais c'est intéressant parce que si c'est vraiment important, pourquoi pas faire ça partout? Pourquoi Mm. pas simplifier tout? Bah, le défi, le défi, c'est de simplifier. C'est très dur de simplifier un truc. Tout à l'heure, avec Tim, on regardait. Alors, vous allez nous trouver bizarre, mais bon, on est en vacances et on regarde des systèmes de- des systèmes donc pour les trains d'atterrissage d'avion, le système de rétractation du train d'atterrissage. Et il me dit, tiens, regarde, il est quand même un peu compliqué. Et on était là, ouais, le truc est over-engineer. Et donc, c'est facile de faire un truc avec plein de tuyaux, plein de vérins, et qui est hyper lourd, hyper cher, C'est très et qui impressionnant. fonctionne, et c'est très impressionnant. Mais ça marche, mais c'est difficile ça coûte cher, c'est pas sustainable, ça tombe en panne, etc. Et en fait, le problème aussi qu'a l'administration française et l'administration européenne, c'est facile de créer une norme, c'est très compliqué d'en enlever. Ouais. Il faut savoir laquelle enlever, c'est quoi les effets de bord, etc. Et ça, c'est un truc auquel personne jamais ne s'attaque, à part outre-Atlantique, en Argentine et demain peut-être aux États-Unis, tu vois. Ouais. Est-ce que vous avez un petit exemple de ce que de cet allègement des Des régulations régulations. ont permis de faire à Notre-Dame? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire sans ces allègements? Alors, pour accélérer la restauration de Notre-Dame, je vérifie procédure administrative allégée, simplifier et accélérer les démarches administratives, ok. En matière d'urbanisme et de protection du patrimoine, pour respecter le calendrier. Dérogation environnementale. Certaines normes ont été assouplies pour faciliter le chantier. En gros, tu as des dérogations écologiques, des dérogations liées aux règles en matière de voirie, donc comment tu peux te parer, comment tu peux acheminer un certain nombre de choses. Ouais. Tu as donc voirie, environnement, urbanisme, et en gros, les délivrances des autorisations nécessaires à tel ou tel travaux ou telle ou telle opération Ouais. ont été largement facilitées. C'est-à-dire qu'il semble que tu avais besoin de fournir moins de documentation, de planification, de comptabilité, etc. Ok. C'est nébuleux. Si les gens ont envie de s'y intéresser, il y a tout sur Légifrance. Mais le fait est qu'ils ont levé tout un tas de freins ou alors d'études préliminaires, etc. Ouais. À la bonne poursuite des opérations. Et je crois qu'il y a eu aussi, alors je lisais sur Légifrance aussi beaucoup de simplification dans la réception et l'émission de dons concernant le chantier. D'accord. Donc voilà, après.
Je pense aussi tout simplement sur les monuments historiques, d'habitude les processus d'approbation sont particulièrement longs. Ouais. Je pense qu'ici ça a été expédié. Et puis il y a aussi un détail intéressant, il y a l'utilisation du plomb pour la toiture qui a été maintenue, alors que normalement il y a des considérations environnementales pour réduire l'usage du plomb, etc. Donc il y a D'accord. pas mal de choses comme ça. Il y a aussi l'installation des grues, qui sont des grues spécifiques, gigantesques, qui normalement demandent des dérogations très longues à obtenir et tout. Donc en gros, tout a été fait pour accélérer ce chantier et le rouvrir le plus vite possible parce que bah, Notre-Dame, c'est un symbole de la France Mmh. dans le monde entier. Et je pense qu'on voulait montrer au monde qu'on prenait soin de notre patrimoine. Et Et qu'on donc est voilà, fort on a aussi mis les et qu'on bouchées est doubles. fort pour le réparer. Ça Et ça qu'on ça est envoie un capable de le joli faire. signal, en Exactement. fait. Ouais. Ouais. Mec, on a des artisans giga forts de partout, hein. Ouais. Mm, Mmh. mm. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que la nouvelle technologie a aidé aussi à accélérer la réparation? Énormément. Est-ce qu'en faisant des scans 3D peut-être de je ne sais quoi, tu J'imagine. sais? Est-ce qu'il y a eu de l'impression 3D? Parce que je sais que la Sagrada, Sangranada à Barcelone, par Sagrada exemple, Familia. Mm, mm. Sagrada Familia, putain, je l'oublie tout le temps le nom. Mais je sais elle est en arrêt depuis très 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 longtemps et ils ont enfin prévu de peut-être éventuellement la finir grâce à de l'impression 3D en gros. Je suis pas au Alors courant, après, mais c'est principalement parce qu'ils vont à la sieste beaucoup trop tôt, les Espagnols. Je vis en Espagne, je les vois faire, hein. Je les bah, vois sur, faire. sur Notre-Dame, en tout cas, niveau technologie, Oui. il y a un channel que je vous conseille, c'est le channel du chantier de la restauration de Notre-Dame. Un channel YouTube qui est super, Mmh. où ils vous montrent tout le travail des ébénistes, des menuisiers, des charpentiers, des sculpteurs. Et notamment, un petit détail intéressant, c'est que il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Assassin's Creed Unity, qui se Ouais. passait à Paris dans le Moyen-Âge. Et un des artistes, d'ailleurs une des artistes, parce que c'était une femme, avait passé 2 ans de sa vie, il me semble, à modéliser Notre-Dame en entier pour le jeu. Donc 2 ans de sa vie pour refaire Notre-Dame pour le jeu vidéo Assassin's Creed. Et ce modèle 3D était si minutieux et si précis qu'il a été utilisé notamment, je ne sais pas exactement Ouais. à quel niveau, mais ça a été utilisé, je sais, pour la restauration. Ah, c'est Euh, extraordinaire. donc oui, on a des scans 3D, évidemment. On a pu récupérer énormément aussi de détails qui étaient sous la suie. Et en nettoyant la suie, en fait, il y a des nouveaux systèmes d'imagerie. On a pu détecter d'anciennes peintures ou d'anciens pigments qui étaient là. Ouais. Donc en fait, ce chantier nous a permis de découvrir un tas de choses sur Notre-Dame qu'on ne savait pas parce qu'on n'avait jamais pu se permettre avant de l'interrompre pendant des années, de faire de la recherche fondamentale à l'intérieur, Ouais. de mettre des sondes partout. Donc oui, oui, ça a beaucoup avancé. Ouais. Bon, trop bien, trop bien. Une fin heureuse du coup pour cette tragédie. Les amis, moi j'avais un truc, un dump qui me taraude depuis des mois. C'est un tweet qui est passé, qui pose une question, mais on se le gardera pour une prochaine fois parce que on a une autre information qu'on voulait aborder et j'aimerais qu'on tienne ce podcast de lancement d'année un peu court, histoire que histoire qu'on Je vais soit avoir besoin de ça, efficace, alors. quoi. On démarre sur les chapeaux de roue. Alors, du coup, on va parler, si j'ai bien compris, de OpenAI et de leur espèce de calendrier de l'Avent qu'ils ont fait avec des révélations un petit peu tous les jours tout au long de décembre. Et alors, apparemment, il y a eu un big reveal at the end. Mais ça, moi, je n'ai pas du tout suivi. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai dû vivre dans une grotte pendant décembre. Du coup, les gars, updatez-moi, mettez-moi à jour sur toutes ces choses-là, je vous en supplie. Tu as raison. Donc OpenAI s'est amusé à faire 12 jours d'OpenAI. Et chaque jour, il nous faisait une petite révélation, une nouvelle feature, un nouveau produit qui était lancé. Et ils ont gardé le très très lourd pour la fin, ils viennent d'annoncer leur dernier modèle, Frontier, qui est donc le modèle prochaine génération, qui s'appelle O3. O3, c'est un changement de paradigme dans l'IA, puisque c'est ces petites IA où en fait on la laisse penser. Et elle peut prendre tout le temps qu'elle veut pour penser. Et du coup, si on la laisse penser 10 secondes, c'est pas la même qualité que lui faire penser 1 minute, ou lui faire penser 1 heure, ou lui faire penser 2 semaines. Et donc on a Moi, il y a des questions. Tu peux me faire penser 2 semaines. Je vais toujours pas avoir la réponse, quoi. c'est pas que de la pensée, c'est que c'est comme si tu faisais du travail pendant 2 semaines, tu vois. C'est-à-dire Donc, qu'elle fait de la recherche, quoi. ça, elle fait de la recherche, elle peut structurer sa pensée, elle peut arpenter l'arbre de sa pensée, prendre des notes dans tous les sens, tout rassembler, faire tout le boulot. On parle quand même de milliards de tokens à ce stade, donc c'est comme si elle avait écrit des bouquins entiers sur le sujet, Tu juste sais pour que, répondre à la question. pardon, mais la plupart des gens
ils ne savent pas ce que c'est qu'un token, Tim. Oui, oui. Alors, certes, un token, c'est une combinaison de quelques lettres, comme une syllabe, on pourrait dire presque. Et une IA manipule des tokens. Et disons que ces tokens, le but de l'IA, c'est de associer du meaning à ces tokens. D'associer du sens à ces tokens. Donc, je sais pas, une séquence de 3 lettres. Par exemple, la séquence IN. En français, ça sert souvent à dire l'inverse. On dit volontaire, involontaire. IN, involontaire. Ça, c'est un token. L'IA va, à force de manger du français, elle va se dire, oulala, cette séquence de deux mots, souvent veut dire quelque chose de spécifique. Du coup, je vais créer un token autour de ça. De 2 lettres, oui. De 2 lettres, pardon. Le IN. Je vais créer un token autour de cela. Et du coup, à chaque fois que je vais repérer ce token, ça aura un impact sur le reste. Donc, si je vois volontaire, mais qu'avant, il y a le token IN, je sais que c'est involontaire, du coup le sens de cela change. Et donc voilà, les tokens donc, permettent à l'IA de mapper sémantiquement la structure d'une phrase dans toutes les langues. Et est-ce que c'est pas aussi une mesure une unité de mesure de l'énergie consommée? Bah, oui, on peut considérer que l'IA, on peut la mesurer en nombre de tokens en fait. Mais c'est délicat comme sujet parce que tu as des IA qui avec peu de tokens font un bien meilleur job que certaines IA avec beaucoup plus de tokens. Donc ça dépend de la qualité du network au milieu qui va manipuler ces tokens ou qui va les interpréter. Donc le but c'est d'utiliser le moins de tokens possible pour offrir la meilleure réponse possible. C'est pour ça qu'il y a des IA qui sont comme celle-là très très coûteuses en énergie et très performantes, et d'autres qui sont, parce qu'elle est assez universelle, Ouais. on peut dire ça, alors que d'autres IA on va essayer de les surspécialiser pour qu'elles soient très peu coûteuses en énergie pour faire très très bien un certain nombre de tâches. Complètement. Le ChatGPT qu'on a gratuit, c'est le GPT-O4 mini, je crois. Et lui, il n'est pas fait pour prendre 10 secondes pour te répondre. Il est fait pour te répondre instantanément et que ça coûte quasiment rien du côté d'OpenAI. Évidemment, eux, comme c'est gratuit, qui ne gagnent pas d'argent là-dessus, Ils en perdent. Voilà, leur but, c'est de réduire les coûts de ça. Donc. Mais là, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe si on investissait pour chaque réponse 300, 400, 500 000 dollars pour une réponse? Si on laissait la machine penser avec 500 000 dollars d'énergie dans les serveurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment la machine devient extrêmement intelligente à ce stade-là? Parce que, et ça, c'est pas du tout accessible au public. Non, Parce que non. moi, c'est le genre de question que je pose à ChatGPT, c'est est-ce qu'un léopard et une panthère, c'est le même animal, tu vois? Oui. Donc, ça coûterait un peu cher, quoi. Cette IA, elle est capable de s'adapter. Si elle voit que la réponse est simple, elle peut te la donner tout de suite. Mais au fur et à mesure qu'elle parcourt son chemin, par exemple, tu peux lui poser des questions mathématiques extrêmement complexes, même qui ne sont pas résolues par les humains, et elle est capable de réfléchir dessus pendant littéralement l'équivalent d'années, en fait. Insane. C'est-à-dire qu'elle peut réfléchir comme si toi, tu avais passé 5 ans sur la question. Donc c'est assez intéressant. Alors, les premiers résultats Au passage, le léopard et la panthère noire, c'est le même animal. Voilà, je vous le dis comme ça, vous le Nice. savez. Merci Martin. Vous pouvez avancer dans la vie beaucoup plus sereinement. Voilà. Niveau résultat, qu'est-ce que ça a donné du coup alors de la laisser tourner sur des problèmes mathématiques comme ça qu'on n'arrive pas à résoudre ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que ça a donné jusqu'à maintenant cette O3? C'est une immense claque. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a un test qui s'appelle AGI, pardon, qui permet un petit peu qui était mis en place par un consortium de tous les experts en IA, dont François Chollet, enfin tous les grands noms, ils ont mis en place un test qui est normalement impossible à passer pour la plupart des IA. C'est un test qui est justement plein de pièges cognitifs, plein de pièges rhétoriques, que normalement les humains arrivent à passer. Enfin, en tout cas, pas tous les humains, mais les humains intelligents, les plus éduqués, arrivent à le passer. Et normalement, les IA, elles arrivent à peine à faire 5, 10, 20% du truc, même pas. Est-ce que c'est le fameux empathy test de Blade Runner avec les réplicantes Ça ressemble à ça, c'est fou, parce que finalement, tu as raison, on met un test pour voir à quel point c'est une IA, et finalement, on est en train de les éclater, tous ces tests-là. Donc, ce qui se passe, effectivement, il y a un graphe hyper intéressant, on vous le mettra à l'écran dans le podcast, qui montre le coût investi par tâche versus le résultat, la qualité de la réponse. Et donc, on voit qu'un modèle comme, par exemple, O1, donc, qui est un modèle disponible aujourd'hui par OpenAI, qui permet déjà de penser pendant 10-20 secondes, O1, si on lui donne à peu près entre 1 et 10 dollars par tâche, il arrive à faire 25% sur le benchmark.
Arc AGI, ok? C'est le max qu'on arrive à faire. Aujourd'hui, les IA n'arrivent pas à faire mieux que 25-30% sur ce test. Là, ils ont mis O3, et O3, au maximum, si on met plusieurs milliers de dollars par tâche, il arrive à faire 88% du test. Donc, il éclate le test concrètement. Il faut savoir que la plupart des humains ne peuvent pas faire 88% sur ce test, hein. C'est vraiment extrême. Donc déjà, on arrive à ça. Ensuite, il y a des estimations de QI qui ont été faites par tout un tas d'experts dans le monde. Et une estimation de QI des modèles qu'on a à l'heure actuelle, je me suis trompé, tac. Donc on estime aujourd'hui par exemple que GPT-4o, la version disponible pour tout le monde, son QI il est estimé à 115. Donc un humain légèrement plus intelligent que la moyenne. Ouais. O3, il est estimé à 157 de QI. Il était à combien Einstein? Il était à 140 quelques? On n'en sait rien. Ouais, c'est dur à dire. C'est que des estimations qui ont été faites sur lui, Ouais. mais il a jamais pris de test. On n'en sait rien. Ouais. Donc 157 à ce stade, c'est une personne sur 13 000 qui a ce genre de QI. Donc si tu veux, là, voilà, on est en train d'arriver à quelque chose de complètement délirant. Alors après, tout le défi là, c'est que ce O3, à l'heure actuelle, il demande énormément d'énergie, énormément de temps, énormément d'argent, donc c'est pas du tout abordable. Mais leur but à eux, c'est de prendre ce qu'ils ont appris en faisant ce modèle et de l'optimiser et de le réduire énormément et de le rendre accessible. Mais imaginons même une tâche à 100 balles. 100 balles de l'heure, par exemple, O3. Imaginons qu'on arrive à réduire le coût à ça. Ben, c'est moins qu'un avocat. Nous, les avocats de l'heure, ça coûte 300, 400, 500 balles de l'heure. Un avocat à bon niveau, un cabinet d'avocats. Donc d'un coup, est-ce que un O3 particulièrement doué sur les affaires légales, on le paye 1 heure, et même si ça coûte 100 balles, ça devient rentable d'un coup. Ça paraît dingue de payer 100 balles une IA pour travailler, mais à un moment, il va falloir comparer le coût d'une IA qui travaille versus le coût d'un humain qui travaille. Et c'est la première fois, je pense, où on peut mettre les deux face à face, en termes de dollars par quantité d'intelligence. Il y a une sorte de ratio qui se met en place, et c'est assez fascinant. À la petite différence que l'avocat, lui, il va avoir tendance à vouloir augmenter son tarif, quand l'IA va avoir tendance à vouloir le baisser. Avec l'âge et l'expérience, on va optimiser tout, donc ça va forcément se réduire. Et waouh, ok. Ouais. Donc c'est pas rien. Dernier truc de dingue aussi, il y a un site qui s'appelle Code Forces, qui permet aux programmeurs de faire des tests, en fait, tout simplement, et après d'être rankés les uns par rapport aux autres. Et donc, il y a un leaderboard de tous les programmeurs du monde, et ils ont fait tester, du coup, l'IA là-dessus. Et en fait, il y a un ranking un peu comme aux échecs, tu sais, c'est un ranking un peu comme un Elo, tu sais, donc c'est un ranking entre 1000 et 3000 ou 5000, un truc comme ça. O1, c'est la version dispo à l'heure actuelle. O1 a 1800 de Elo là-dessus, ok. O3 à 2700. Et que vous compreniez 2700 ce que c'est. 2700, c'est le niveau d'un master, même pas, d'un grand master international en programmation. C'est-à-dire, on est littéralement dans les 50 meilleurs programmeurs du monde. Voilà. Et O3 se positionne là, dans le leaderboard, sur ce site-là, tu vois. Donc c'est face à des humains, quoi. Hein. Donc tu peux prendre les meilleurs programmeurs du monde, dans le leaderboard, O3 est maintenant là, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de savoir comment ça va redistribuer les cartes le moment où ça devient disponible. Reste à voir à quel coût, reste à voir comment, mais il y a effectivement la compétition face à face aux travailleurs humains, elle est en train d'arriver à grande vitesse. Et je trouve que pour la première fois, on a aussi maintenant un moyen de scaler l'IA infiniment. En fait, c'est juste de mettre plus de budget et de thunes dedans. On pourrait imaginer des projets d'État où l'État décide d'allouer 1 milliard de dollars à une tâche, comme résoudre la fusion nucléaire ou des choses comme ça, et de laisser l'IA penser l'équivalent de 10 000 ans. Mais ça donne la sensation, ça donne la sensation que c'est un peu presque de l'AGI, parce qu'elle peut du coup faire des choses beaucoup plus vastes, traiter des sujets beaucoup plus vastes, mais c'est pas de l'AGI encore. Mais ça donne cette sensation c'est vraiment difficile à définir. Ouais. Est-ce que l'AGI, c'est le moment où on lui donne l'indépendance, et donc que l'IA peut agir d'elle-même dans le monde? Par exemple, si on donnait un budget à O3 et qu'on lui dit, voilà, tu as 100 millions de dollars, tu peux agir dans le monde, tu peux monter des boîtes, tu peux faire travailler des humains, tu peux faire ce que tu veux dans le monde. Moi, j'aimerais bien qu'il dirige le gouvernement français, quoi. mais Parce que François Bayrou, j'ai quelques doutes, comme ça. Mais juste en le regardant, même pas en l'écoutant, tu vois. Mais c'est des questions qui vont arriver ce siècle-là. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, avoir un gouvernement fait d'humains,
ce sera probablement vu comme Est-ce que assez archaïque. François Bayrou a déjà une General Intelligence, tu vois? Est-ce qu'il a Bah, on pourrait créer un Bayrou GPT, mec, effectivement. ce serait incroyable. Non, mais pour en revenir, c'est assez hallucinant en tout cas de se dire que on est sur un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire que là, c'est pas juste sortir un modèle qui peut te répondre instantanément, c'est que maintenant on a un système où plus on met de charbon dans la machine et plus la machine produit de la qualité. Ouais, c'est ça la Et nouveauté, ouais, c'est cette capacité à utiliser son temps pour pouvoir réfléchir et produire c'est ça, plus de valeur. Et ça n'était pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle allait droit au but et elle c'est pouvait ça. rien produire de plus que d'aller droit au but, quoi. Maintenant, Et elle en donc voit là, plein. Ouais, O3, il y a ouais, O3 Mini qui réfléchit pas très longtemps, quelques secondes. Il y a plusieurs O3 en fait qu'ils ont fait à plusieurs échelles. Et ouais. ils se sont dit qu'est-ce qui se passe si on va à fond. De façon intéressante, plus on monte. En fait, il n'y a pas de plateau. Voilà. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que jusqu'à présent, on imaginait qu'il y avait un plateau, Ouais. qu'en fait l'IA, elle allait soit être contaminée par sa propre data. C'est-à-dire que ça, c'était un énorme sujet, hein. C'est qu'on pensait qu'il allait y avoir tellement de contenu généré par ChatGPT en ligne que l'IA finirait par s'auto-corrompre et Ouais. qu'elle pourrait plus apprendre correctement. Finalement, c'est pas du tout ça, puisque O3 s'est entraîné avec de la data synthétique produite par O1. Donc là, c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que O3 n'est même pas entraîné sur de la data humaine, mais c'est entraîné sur de la data produite par O1 pour lui, quoi. Donc c'est déjà plus un enfant des humains quelque part, mais c'est un enfant déjà d'une autre IA quelque part. C'est assez Ouais. hallucinant. Waouh! Bon, eh Voilà, c'est un très gros bien, sujet. c'est un très gros sujet, ouais, On en grave. reparlera de nombreuses Oui, fois, j'imagine, mais ça serait intéressant d'avoir un expert IA une prochaine fois pour peut-être avoir un sujet entier sur ces breakthroughs, sur ces révolutions. Mais le problème, c'est que on a des révolutions tous les 4 matins en IA. On n'a même pas le temps d'inviter un expert IA pour analyser ce O3 qui a déjà O4 qui sort et O5 et c'est fou, ça va trop vite. Mais bref, ça tu as serait. raison, tu as raison, parce que O1 a été lancé il n'y a même pas 3 mois, Hmm, et O3 est dispo là. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, ils ont skippé O2, parce que O2, c'est un télécom anglais, et ils n'ont pas les oui, droits d'auteur dessus. Ah ouais? Donc du coup, ils sont passés de O1 à Ah O3 marrant. directement. Ouais, ouais. c'est assez fou. Et, Euh, et attends, parce que moi aussi, Ben, je sais faire des transitions de fou. Et Tim, toute l'énergie nécessaire qu'on envoie dans des calculateurs pour pouvoir faire marcher cette IA, ces calculateurs, ces processeurs, ces microprocesseurs, qui est à la base de leur création? Ne serait-ce pas une entreprise européenne? Mais tu as raison, Martin. Tout, Incroyable, tout à fait. incroyable. En effet, alors, on va faire... désolé Ben, mais on est obligé de faire cette parenthèse parce que Let's go. c'est vraiment, vraiment important. Il y a une entreprise. Il est pas content. Mais non, vous me dites désolé comme si c'était un singe. Je suis content. J'adore moi voir ce nouveau truc. Là, On coupe pas, on le coupe pas. désolé, il m'est resté en tête. Je dis mais pourquoi il s'excuse? Parce qu'on que sent je le vais pas chrono, on sent comprendre. le chrono. Parce que je vais pas comprendre parce que c'est trop compliqué pour moi. Non, C'est le ça le chrono, truc. le Vous me chrono, sous-estimez à ce point, non. c'est ça? Non, parce que qu'on digresse. C'est bon. Le chrono là, on est à 1 heure. On va s'arrêter pas loin de 1 heure. Et je sais qu'on a des passages à couper un peu en avant. Donc ça fait. Là, vous finissez. Et Tu veux m'aider à la faire? par Oui, contre, vous finissez. Hein. je vais aider Tim à la faire, hein. Mais Je vous vais finissez. essayer. On est sur la conclusion là. Enfin, on est sur le dernier On est sujet un peu avant la sur la conclusion. conclusion. On est un Bah peu oui. sur la conclusion. Mais en gros, il y a en France, on n'est pas, enfin en France, en Europe, on n'est pas méga bon, si tu veux, pour faire émerger des gens de la tech. Mais par contre, on a des savoir-faire industriels de malade mental, complètement fou. Et il y a une boîte qui s'appelle ASML. Donc déjà un acronyme imbitable, tu vois, c'est pas Google, c'est pas Apple, tu vois, c'est ASML. C'est Advanced Semiconductor Materials Lithography. Bon, tu vois, Non, mais comme donc ça, vous les savez. mecs sont bons en marketing, tu vois, ils savent se vendre. Mais en même temps, ils en ont rien à foutre parce qu'ils sont, on peut même pas dire leaders, Ah bah, ils ont un monopole absolu, donc que vous comprenez. Cette boîte fait cet iPad, ça fait votre iPhone, ça fait ce qu'il y a dans votre MacBook là, ça fait absolument toutes les puces au monde, en gros, aujourd'hui, passent par ASML, cette boîte européenne. Tout dépend d'une seule boîte au monde. C'est-à-dire que même TSMC, qui est à Taïwan, par exemple, toutes les fonderies, tous les constructeurs de puces dépendent d'une seule boîte au monde, ASML, qui est une boîte Pays-Bas. néerlandaise. Donc, cette boîte, ce qu'elle fait, elle fait... De la lithographie. Exactement. Je vois Ben. Il en a marre, il en a marre. Non, du La tout. La lithographie. lithographie, ça m'évoque quelque chose. C'est de la gravure sur pierre.
Exactement. Et ben, comment on grave des puces? Eh bien, il y a une seule boîte au monde qui sait faire ça. Et Il faut donc, savoir qu'une puce, si tu veux, c'est des milliers de transistors, si tu veux, qui sont milliards, des milliards trilliards même. comment dire, qui s'agrègent sur la pointe d'un de tes cheveux, tu vois. C'est vraiment des trucs microscopiques, tu vois. Et au point où à un moment donné, tu vois, tu peux plus faire plus petit parce que tu tombes sur des particules, Les atomes, ouais, des élémentaires. atomes élémentaires, etc. Et donc cette boîte est spécialisée là-dedans et fournit en fait les unités de production, donc la machine qui, via un système optique assez compliqué que j'ai pas très très bien compris, mais que peut-être Mhm. Tim pourra expliquer, Je peux en parler. qui permet grâce à ce système optique et des lasers de faire ce type de gravure. Et elle les fournit à tous ceux qui produisent des processeurs qu'on retrouve dans notre vie de tous les jours, dans tous nos devices, quoi. Faut bien comprendre que c'est la technologie la plus avancée à dispo de l'humanité aujourd'hui, avec le nucléaire. C'est-à-dire que c'est l'humain, ce qu'on sait faire aujourd'hui, comme dit Martin, dans l'épaisseur d'un cheveu, je crois qu'il y a l'équivalent de 20 000 transistors dans l'épaisseur d'un cheveu. Donc nous, on est des sortes d'animaux qui ont une certaine taille, et pourtant on arrive à manipuler la matière à ce niveau de précision. Et donc la façon dont on fait ça, c'est en concentrant effectivement des lasers via tout un système de miroirs et d'optique complètement fou. Donc c'est hallucinant en fait, il y a une goutte de métal qui est en suspension par des aimants dans lequel on envoie un laser qui va splitter, etc. Parce que pour graver à ce niveau de précision, il faut bien comprendre qu'on est plus fin que, même avec un laser, on est plus fin que la longueur d'onde de la lumière. Donc c'est-à-dire que même la longueur d'onde pourrait déraper en fait si on la maîtrise pas parfaitement. Elle pourrait taper plus trop à gauche ou trop à droite, tellement on en est à ce niveau de précision. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que cette boîte, en fait, en particulier, elle vend une technologie, je vais expliquer ça vite fait, qui s'appelle les EUV. C'est les extrêmes ultraviolets. Et pour comprendre, c'est la seule machine qui permet de graver des circuits à des échelles nanométriques, donc à peine quelques atomes d'épaisseur. Et donc c'est vraiment une prouesse technologique de dingue. Et ASML est la seule entreprise au monde qui sait faire des machines EUV, donc extrêmes ultraviolets. Et donc, il faut bien comprendre que chaque machine EUV coûte entre 150 et 200 millions de dollars. Et il y a plus de 100 000 pièces à l'intérieur. Et ces pièces, c'est que des composants qui sont au top de ce que l'humanité sait faire technologiquement. Donc c'est des optiques de fou qui sont faits avec Zeiss, par exemple. Enfin, c'est des systèmes complètement dingues avec une précision de folie. Et les clients d'ASML sont du coup tous les géants des semi-conducteurs. Donc c'est TSMC, donc Taiwan Semiconductor, qui font toutes les puces de tout ce qu'on a aujourd'hui dans nos PlayStation, dans nos iPhones et tout. C'est aussi Samsung, c'est Intel, etc. Donc tous ceux qui font des puces aujourd'hui dépendent d'une boîte dans le monde. Et moi je trouve qu'on ferait bien d'ailleurs de créer une deuxième boîte à un moment, ou de répartir ce savoir, parce que je trouve ça un peu risqué de tout avoir concentré là. Si cette boîte aujourd'hui, imaginons qu'une bombe tombe dessus, que les dirigeants on les perd ou je sais pas quoi, je pense qu'on revient 5 ou 10 ans en arrière technologiquement. On ne sait pas faire ça, quoi. C'est une entreprise stratégique pour l'humanité. Incroyable. Wow. C'est Voilà, fou. donc c'est européen. Et donc le monde entier dépend de cette entreprise. Donc je trouvais ça intéressant. Absolument. Ça l'est tout à fait, Tim. Ouais. Ça l'est tout à fait. Intéressant. Et tout ça grâce à la transition, à la passe D de Martin, qui disait que O3, avec ses grosses machines, etc., et ben, le truc atomique à la fin, la plus petite unité de mesure, la plus petite chose qu'il y a dans ces machines, c'est fait par l'Europe, Cocorico Europe. Voilà. Non, et puis ça nous sert stratégiquement et politiquement, tu vois. Par exemple, la Chine n'a pas accès à ces machines parce qu'il y a des restrictions d'exportation qui ont été faites par pression américaine pour ralentir le progrès chinois. Parce que ces puces-là sont essentielles si on veut faire de l'IA, si on veut faire du quantique, si on veut faire de la 5G ou de la 6G. Enfin, toutes les technologies futuristes dépendent de ces puces. Et donc, stratégiquement, on peut mettre un goulot d'étranglement, mettre la pression à certains pays, leur dire, écoutez, vous arrêtez le fascisme et puis on vous laisse les puces. Mais si vous continuez à être totalitaire, on arrête, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Ouais, c'est un argument de poids. Est-ce que si j'avais interrompu ton explication pour rebondir sur cette phrase extraordinaire que tu as sortie qui disait « La Chine n'a pas accès à ses machines » et j'allais te demander si du coup le Canada n'a pas accès à ses Canada. Ça veut rien dire. Ben,
Ben, c'est catastrophique. Déjà, avec ton style de karaoké, mec, c'est un rien qui va. J'ai pas À ma tout chemise moment, et j'ai tout. l'impression que tu vas chanter Wonderwall. Attends, C'est... le Canada n'a pas assez accès à ses Canada. Tu trouves pas ça drôle? Mais qu'est-ce que c'est un Macanada? Mais Chine Je et sais pas. machine. Chine, machine, Oui, ça, Canada, j'ai compris. Canada. J'ai compris. Mais Macanada, il n'y a pas... Chine, c'est un pays. Machine, c'est un mot. Bah, Sur il- ce, C'était un jeu de mots. on va pouvoir conclure. On va pouvoir conclure. Vous n'aimez pas mes blagues, c'est pas grave. C'était un épisode absolument passionnant. Beaucoup de choses ont été euh, énoncées. Moi, j'ai bien aimé. Est-ce que vous voulez conclure d'une manière absolument extraordinaire, comme vous en avez l'habitude, avec une petite phrase sympa, vu qu'apparemment la mienne n'est pas validée? Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, on vous souhaite un joyeux Noël technologique. On vous souhaite un 2025 plein de progrès, plein de breakthroughs, d'innovations dans tous les sens. Voilà, que l'humanité aille mieux, soit en meilleure santé, qu'on ait de plus en plus de capacités, qu'on puisse de mieux en mieux résoudre les problèmes qui font face à l'humanité. Oui. Et puis nous, on sera là pour vous aider à décrypter tout ça, à tout déchiffrer, à tout comprendre. Ouais, Et j'aime on bien. fera ça ensemble. Ça me semble être une mission très intéressante que je suis fier d'embrasser avec vous, les gars. Donc, à très bientôt pour de nouvelles aventures à tout le monde. Et merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de Charge Positive, le premier de l'année 2025 et certainement pas le dernier. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.